Bonjour et bienvenue dans Face au Business. Le milieu scolaire au Burkina connaît des innovations et expérimentations depuis quelques années. Il serait important de communiquer sur ces évolutions pour qu'ensemble, avec les acteurs du milieu éducatif, l'enseignement puisse atteindre un meilleur niveau de qualité. C'est dans cet objectif que nous avons invité sur ce plateau de Face au Business M. Issa Compaoré, qui est le président de l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque, UNIPEL. Soyez le bienvenu. Nous avons aussi sur notre plateau M. Souleymane Niang, qui est le représentant du président de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur du Burkina Faso, UNAPES-B. Soyez le bienvenu. Sur ce plateau, nous avons aussi M. Lassina Bamba, qui est le président coordonnateur de l'association Kamalfa. Et enfin, sur notre plateau, nous avons M. Aruna Taram, qui est le représentant de l'entreprise Fasosoft et de la solution GESCO. Soyez les bienvenus. Alors, sans plus tarder, vous allez nous présenter vos différentes organisations et activités. Monsieur Compaoré, qu'est-ce que l'UNIPEL? Merci madame de nous inviter donc à cette émission. L'UNIPEL, c'est l'Union nationale donc, des établissements d'enseignement privé laïque, comme vous l'avez dit tantôt. C'est une association qui a plus de 40 ans, qui est installée donc dans les 13 régions du Burkina Faso, qui regroupe les établissements du préscolaire à l'université. Nous avons plus de 1000 membres actifs. Il faut reconnaître qu'à côté donc de l'UNIPEL, nous avons l'union donc des écoles catholiques et les écoles protestantes et les franco-arabes. Donc, face à l'État, nous avons 4 associations, dont 3 sont confessionnelles et nous sommes, disons, laïque, voilà, qui est quand même en termes de nombre la plus importante des associations. D'accord. Voilà. Merci pour cette belle présentation. Monsieur Niang, parlez-nous de UNAPES-B. L'UNAPES-B, c'est l'Union nationale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur du Burkina. C'est une organisation de la société civile, apolitique, laïque, d'aucune obédience syndicale, ayant vocation à contribuer à la promotion de la qualité de l'éducation et au bon fonctionnement des établissements. Et cette structure, c'est la structure faîtière des associations des parents d'élèves de base, les structures de base. UNAPES-B est la structure faîtière. Le premier bureau a été mis en place en 1994, qui a fonctionné difficilement par manque de moyens, mais qui a pu quand même tenir une assemblée générale 2 ans après. D'accord. Alors, le bureau actuel est issu du congrès de 2016, des 29 et 30 juillet 2016, après un renouvellement de 90% des membres. Et c'est seul le président et un autre membre qui sont retirés parce qu'ils sont fatigués. Actuellement, nous couvrons tout le territoire. Nous avions 13 coordinations régionales. Nous avions une quarantaine de coordinations provinciales. Dans les régions où ça fonctionne bien, notamment le Nord, le Moun, les Cascades, les hauts-bassins, nous avions des coordinations communales. D'accord. Voilà. Merci pour cette présentation complète. Alors, M. Bamba, qu'est-ce que Kamalfa? Kamalfa, on va aller avec l'étymologie. Hein. Si vous prenez Kama, le mot Kama et Alpha. Kama, ça semble être l'ancienne appellation du nom de l'Afrique. Alpha pour dire alphabétisation. C'est-à-dire nos objectifs au départ était basé sur l'alphabétisation des populations. Si vous voyez le logo Kamalfa, c'est la tête d'une femme qui porte le continent africain comme chapeau. Et donc avec des neurones pour expliquer un peu la dimension de la nécessité de l'information dans le siècle de l'information. Donc pour dire que le souci de Kamalfa, c'est d'apporter un plus à l'éducation. Kamalfa a évolué depuis lors et ses objectifs sont venus dans la scolarisation après l'obtention d'une convention avec le ministère de tutelle. Donc depuis 2016, Kamalfa a une école pilote qui fonctionne à Bobo-Dioulasso et qui introduit les ordinateurs dans l'enseignement pour l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, des mathématiques
l'ordinateur facilite tout cela, donc un outil pour accompagner l'enseignement. Alors, grosso modo, voilà un peu comment on peut parler de Kamalfa pour dire aussi qu'il est né au Canada. Nous avons des partenaires canadiens qui nous ont rejoints à Bobo-Dioulasso, 2 extraordinaires. Alors, un qui est dans l'informatique, sa compagne qui est dans l'éducation. Ils nous ont rejoints à Bobo-Dioulasso. Et donc, depuis 2012, nous travaillons sur ce projet passionnant et donc qui apporte un plus à l'éducation nationale conformément aux objectifs de développement durable, à l'école pour tous et même à la Constitution de 1991, à la loi d'orientation de 2007, tous qui prônent l'insertion des ordinateurs dans nos écoles. Je crois que c'est ce que Kamalfa est en train de faire pour accompagner le système éducatif du Burkina Faso. Et nous espérons que les autres établissements vont suivre le pas. Merci, merci. Alors, M. Taram, parle-nous de Fasosoft. Merci pour la parole. Alors, Fasosoft, c'est une jeune entreprise informatique créée par des jeunes diplômés de l'Université Homme Nouvelle en collaboration avec un jeune burkinabé résident aux États-Unis dans le but de contribuer au développement numérique du Burkina à travers des solutions de services innovants, performants, accessibles niveau coût et diversement utilisables par les pays en voie de développement. Donc, Fasosoft est basé à Bobo-Dioulasso et plus précisément dans les quartiers de Belleville. Donc, l'équipe de Fasosoft est composée de 5 membres, donc 3 développeurs web et mobile et un ingénieur en réseau et système informatique et un diplômé en marketing. Voilà de façon brève une description de Merci pour cette présentation. Alors nous allons continuer. Monsieur Compaoré, qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir dans le domaine de l'éducation? Je dois dire que pour beaucoup d'entre nos membres, l'éducation, c'est d'abord une œuvre pour être utile à la société. Voilà. Parce que quelque part, on dit que c'est vraiment le socle, c'est la base du développement des nations. Et on a des exemples qui nous viennent d'ailleurs, la Corée, le Japon. Voilà, vous voyez que tous ces pays-là ont réussi donc sur des sols, sur des continents où il n'y a pas beaucoup de ressources comme en Afrique. Et ils ont réussi quand même à faire des prouesses et être aujourd'hui par les nations les plus prospères. Donc nous avons compris que vraiment ce qui peut sortir l'Afrique et le Burkina Faso donc du sous-développement, c'est l'éducation. Donc c'est une entreprise d'abord sociale, mais également tout aussi exaltante. Et ceux qui s'y investissent savent très bien que si c'était pour faire beaucoup d'argent, ce n'est pas le secteur le plus indiqué. Voilà, donc nous pensons qu'effectivement, personnellement, après un diplôme d'ingénieur, j'ai été mordu par le virus d'enseigner, mais je savais qu'en tant qu'enseignant, je n'allais pas pouvoir toucher énormément. Voilà. Donc j'ai voulu également ajouter en essayant d'être dans le dispositif qui organise. Voilà. En ce moment, vous pouvez impacter un plus grand nombre. La société. Voilà, la société à plus grande échelle. Et l'association, c'est justement pour aider l'État. Parce que quand vous voyez la contribution de l'enseignement privé à différents degrés, on se demande comment on aurait pu faire, comment le système éducatif aurait pu tenir. Nous avons 85% des enfants du préscolaire. Au secondaire, 40%. C'est vrai qu'au primaire, avec les gros efforts des partenaires dans le cadre des ODD et autres, nous avons quand même un effort de scolarisation qui est beaucoup plus important. Donc, le privé n'a que 10% des enfants. Mais quand vous allez au secondaire technique, vous avez encore 85% des enfants. Et au supérieur, plus de 25%. C'est pour dire toute la dimension, tout l'apport de l'enseignement privé. En général, l'enseignement privé, donc dans le dispositif donc, de formation. Alors, nous apportons dans l'offre d'accès, c'est-à-dire dans la quantité, mais également dans, je dirais, dans la spécialisation. Parce que nous pouvons aller dans des professionnalisations, dans des domaines où l'État, compte tenu donc de sa taille, va avoir du mal et une capacité de réaction plus lente à aller répondre de manière très spécifique à des besoins, aux besoins de l'économie. Donc c'est ce que nous essayons aux côtés de l'État de faire au niveau de notre union et à l'échelle de chacune de nos institutions. D'accord. Monsieur Nian, parlez-nous de vos débuts. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser dans le domaine de l'éducation? Bien. Personnellement, je tiens à dire que je suis partenaire et acteur. Parce que je suis du milieu éducatif. Je suis un enseignant professeur certifié.
Alors, mon implication au niveau des associations des parents d'élèves, c'était pour aider. C'était pour apporter une contribution à réorganiser ce domaine-là. Parce que si on retourne un peu 10 ans en arrière, les APE n'avaient pas une bonne presse. Les associations des parents d'élèves. Alors, donc nous, dès lors que nous sommes rentrés dans les bureaux de base et qu'il était question de mettre en place une coordination régionale, ben, je me suis porté volontaire. J'ai été élu comme membre du bureau régional. Ensuite, nous avions convoqué le congrès extraordinaire. Je tiens à souligner que l'ancien bureau était pratiquement un bureau de nom, parce que depuis 2014 jusqu'à 2012, où nous avions convoqué un congrès extraordinaire pour remettre en place la structure, le bureau s'est résumé en une seule ou deux personnes. Donc ça ne fonctionnait pas. Et lorsque nous avions été élus, notre premier objectif, c'était de former tous nos bureaux. D'abord de mettre en place les coordinations régionales, de former tous les membres sur la gestion administrative et financière des associations des parents d'élèves. Nous avions aussi travaillé à mettre en place un outil de gestion financière. Nous avions un canevas de budget type APE et un canevas de programme d'activité type association des parents d'élèves. Alors aujourd'hui, nous pensons au niveau de la structure faîtière que les bureaux qui ne fonctionnent pas ne veulent pas fonctionner parce que nous avions tout aujourd'hui. Nous pouvons mettre à leur disposition tout le nécessaire pour qu'ils puissent bien fonctionner. Voilà. C'est l'envie d'apporter quelque chose à ce milieu-là qui nous a poussés à aller à ce sacrifice. Voilà. Ici. Merci beaucoup, Monsieur Bamba. Il faut dire que chez Kamalfa, il y a eu des amours croisés. En fait, M. Bamba, en tant que formateur, a commencé ses débuts depuis 1995. Je suis formé à partir du Sénégal et dans le génie logiciel. Et donc, quand nous sommes rentrés, nos premiers pas, c'était au niveau du Sénatrin du Burkina. Alors, c'était comme enseignant dans les instituts supérieurs du Burkina Faso depuis 1995. Donc, Kamalfa a commencé ses activités au Burkina Faso en 2012. Et donc, avec aussi deux passionnés de l'éducation. Je veux parler de Madame Denise Desrochers, qui a publié des méthodes qui ont été primées au-delà de l'Afrique, c'est-à-dire au Canada et en France. Son mari, Vital Gaudreau, qui a 40 ans d'expérience toujours dans l'éducation, côté orientation technologique. Donc, ils sont venus nous trouver au Burkina Faso. Moi, j'ai 20 ans de carrière dans les instituts supérieurs. Et donc, nous sommes une équipe de passionnés en éducation. Je ne vais pas reprendre tout ce que M. Compaoré a dit du bien de l'éducation. Les pays qui ont des croissances à 2 chiffres, les pays d'Asie, avec tous les problèmes qu'ils ont eus, ont su les surmonter grâce à l'éducation tout azimut de leur population. Et quand on a un tel amour et qu'on voit un tableau, 20 millions d'habitants au Burkina Faso, sur les 20 millions d'habitants, il y a moins de 2 millions de nos enfants qui sont pris en charge par le système formel. Ça veut dire que tous les 18 millions pataugent quelque part où ils n'ont pas eu la chance d'avoir de l'éducation. Comment peut-on développer un pays avec 80% d'analphabètes? Donc l'engagement, il est immédiat, il est collé même à la loi d'orientation de l'éducation. Partout dans le secteur de l'éducation, on prône l'excellence. On prône cette envie de faire mieux. Donc, Kamalfa est là pour accompagner justement tout cela. Nos débuts, ça a été vraiment dans les écoles du Burkina et par la suite avec un groupe. Et pourquoi le choix de Bobo Dioulasso? Pourquoi vous ne vous êtes pas installé à Ouagadougou, dans la capitale? D'abord, M. Bamba est né à Bobo Dioulasso. D'accord? Oui. Et Bobo Dioulasso, c'est quand même la capitale économique du Burkina Faso. Et donc, c'est une partie du Burkina Faso. Donc, partout où nous sommes, que ce soit à Gorom, à Dori, tant que les objectifs sont dessinés et ciblés, je crois que ça doit pouvoir fonctionner. Le choix de Bobo Dioulasso, pour dire, parce que nos partenaires, quand ils sont venus, ils ont choisi de s'établir à Bobo Dioulasso.
C'est leur propre choix. C'est leur propre choix. D'accord. Et donc, comme c'est une ville culturelle, donc on s'y plaît très bien à Bobo-Dioulasso. Depuis 2012, ça se passe très bien. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Taram, parlez-nous de vos débuts. Le secteur de l'éducation est le secteur moteur du développement d'un pays. Donc, nous, dans notre mission de développement numérique du Burkina, nous avons décidé de faire de ce secteur notre secteur clé. Voilà, fort de notre constat des difficultés auxquelles les écoles font face dans leur gestion administrative et du déficit d'outils d'interaction entre les parents, les écoles, les enseignants, l'administration, etc. Donc nous avons décidé de nous investir dans ce secteur pour combler ces déficits. Voilà, à noter que FasoSoft intervient également dans d'autres secteurs, ce n'est pas que le secteur de l'éducation. Donc nous sommes dans le secteur de la santé à travers l'application Hub Santé, voilà, qui a remporté le premier prix génétique 2017. Donc nous sommes dans d'autres secteurs également avec d'autres solutions que nous présenterons bientôt. D'accord. Voilà. Monsieur Compaoré, le rôle principal de l'UNIPEL. L'UNIPEL, c'est une fêtière. C'est une organisation qui regroupe donc les établissements, comme je l'ai dit tantôt. Et vous avez combien d'établissements environ au sein de l'UNIPEL? 1000 membres. Voilà, donc actifs, qui fonctionnent par des assemblées générales dans les coordinations, qui fonctionnent également par les congrès. Moi, je suis le 6e président élu. Donc, c'est une organisation très vivante avec une démocratie vraiment qui permet de respirer, de prendre en compte les problématiques des membres. Donc, nous avons un rôle de représentation des membres vis-à-vis donc de l'État et de tous les partenaires. C'est une organisation patronale, cela s'entend. Donc, nous sommes aussi les interlocuteurs des syndicats du secteur de l'éducation, avec lesquels nous avons signé une convention collective il y a déjà 2 ans. Donc, notre rôle, c'est promouvoir, c'est-à-dire par la formation, l'information, accompagner l'encadrement pour que, effectivement, les acteurs que nous sommes puissions de mieux en mieux assumer la mission qui est celle de l'État. Donc, on doit être aux côtés de l'État, mais en faisant du bon travail. Donc, ça, c'est un peu le rôle de l'UNIPEL, d'aider donc à ce que le travail qui est fait par nos membres soit le mieux possible. D'accord. Nous allons voir vos voisins, l'UNAPSB. Alors, votre rôle essentiel? Notre rôle essentiel, c'est de contribuer aux côtés de l'État à promouvoir d'abord l'accès et la qualité de l'éducation. Et si je veux faire l'historique des associations des parents d'élèves, il faut remonter au mot d'ordre du CNR, un village, une école. À l'époque, la population s'organisait et construisait des écoles et l'État envoyait des enseignants, souvent même des volontaires, ceux qui... Du bénévolat. Voilà, des bénévoles qui étaient pris en charge par cette même population-là, sur le plan logement. Et souvent même, ils sont soutenus au niveau de... Voilà. Donc, l'UNAPSB, aujourd'hui, qui est la structure fêtière, travaille aux côtés de l'État, d'abord, à organiser les parents et à soutenir nos enfants dans les établissements, à créer des conditions de vie meilleures et de travail à nos enfants dans les établissements. Et je vous donne un exemple terre à terre. Cette année, à la rentrée, il y avait une crise dans une de nos régions qui était liée aux effectifs pléthoriques. Et notre coordination sur place a pris l'initiative de rencontrer des acteurs aux côtés du gouverneur. Et ils ont fait de propositions intéressantes, à savoir construire 2 salles de classe pour les grands lycées et 1 salle de classe pour les collèges par an, pour décongestionner. Et le travail a déjà commencé. Donc c'est pour dire que nous soutenons l'État dans ses efforts d'éducation. Sur le terrain, en quelque sorte. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons des innovations dans l'enseignement. Alors, la pédagogie active, Monsieur Bamba, qu'est-ce que c'est exactement? Et parlez-nous des innovations que vous apportez de façon concrète à l'éducation au Burkina Faso. Alors peut-être qu'il est bien indiqué pour parler de la pédagogie active parce qu'il l'utilise déjà, mais on va dire que ça se base sur l'expérimentation. Tous les grands pédagogues sont unanimes à vous dire que l'expérimentation c'est la meilleure manière d'enseigner. Mais
tous ces grands pédagogues qui l'ont dit depuis les années 1906, je veux parler de Dewey, qui a parlé de l'expérimentation, était loin de penser que ça pouvait être aussi facile dans le siècle de l'information. Parce qu'il a parlé de l'expérimentation en 1906, voyez-vous. Il n'y avait pas d'ordinateur pour faire des schémas, pour faciliter l'apprentissage. Mais de nos jours que cette facilitation est rendue possible par l'ordinateur, la pédagogie active semble être la meilleure des méthodes pour enseigner. Parce que nous sommes convaincus que nos enfants n'apprennent pas au même rythme. Quand vous êtes enseignant dans une classe, vous allez voir des élèves au-dessus du lot. C'est 15%. Vous allez voir une moyenne 30% qui sont au milieu. Et ceux qui ne suivent pas du tout aussi, 15%. Le meilleur enseignant voudrait que tous ses élèves réussissent. Mais il ne peut pas, étant en synchrone devant 120 personnes, pouvoir déployer une pédagogie qui puisse satisfaire toute une classe. L'enseignement doit se faire par expérimentation, par pédagogie active. Donc, si nous n'arrivons pas à le faire, nous allons laisser pour compte, laisser des enfants pour compte. C'est ce qui explique le taux d'échec scolaire. Beaucoup d'élèves n'arrivent pas à suivre. Et donc, le taux d'échec, l'absentéisme, tout ces choses. Si on peut faire en sorte que les enfants apprennent à leur rythme, quand un enfant est malade, il peut revenir dans son programme, prendre là où il l'a laissé. Quand on peut faire ça, dans une démarche expérimentale, on est sûr de pouvoir faire 100% de taux de réussite. D'accord. Voilà. Donc, c'est une méthode vraiment à féliciter et à encourager. D'accord. Monsieur Compaoré, vous qui l'utilisez déjà, expliquez-nous un peu dans votre description ce que c'est que la pédagogie active. Ok, merci madame. Alors, pour nous, au-delà des résultats scolaires, c'est l'utilité que le formé peut faire de ce qu'il a appris au quotidien, être utile à sa société. Lui, il parle d'un taux d'échec élevé, mais ceux mêmes qui ont réussi là, ils se rappellent de quoi? C'est ça le problème. Les enfants ont appris juste pour avoir des notes. Ils ne savent pas se servir de cela pour transformer les opportunités qu'il y a autour en Afrique en des possibilités de développement. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand vous donnez un cours sous forme magistrale, on dit 24 heures après, les enfants ne se rappellent que de 5% de ce que vous leur avez dit. Donc 10 ans après, ils ne se rappellent presque de rien. L'échec commence là. Exactement. Alors, il y a des techniques qui permettent d'augmenter le taux d'apprentissage des enfants. Et surtout leur confiance en ce qu'ils ont appris. Parce qu'une chose, vous savez, il y a des dictons qui nous font rire. On dit si tu veux cacher quelque chose au noir, il faut mettre ça dans les livres. On dit que, bon, par exemple, c'est très peu d'Africains qui peuvent prendre une notice comme ça, de lire et de l'appliquer. Parce que nous sommes dans une démarche de formation où nous sommes spectateurs. On nous regarde faire et bon, voilà, on a l'impression d'avoir compris. Mais on ne sait pas approprier les concepts, les notions, etc. Comment est-ce que l'on peut faire en sorte que cela se fasse? C'est par la pédagogie active. C'est vrai que quand on dit actif, ça veut dire que de toute façon, lorsque l'enseignant commence à bouger, c'est un peu d'actif. Mais ce qu'on veut, c'est que rapidement, c'est qu'il y a les connaissances. De toute façon, aujourd'hui, avec Internet, avec tout, il y a tellement de choses que de toute façon, l'enseignant n'aura jamais le temps de tout vous montrer. Oui. Ce qu'il faut, c'est vous montrer comment apprendre. Donc, le cours devient un support. Et maintenant, on discute de comment est-ce qu'on règle tel ou tel problème et on se fait en groupe, voilà, de manière pratique. Et là, le peu que les enfants auront pratiqué, ils s'en souviennent, ils savent, et ça les motive, ça les retient à l'école. Et s'ils s'en sortent, ils peuvent retenir. Rappelez-vous que pendant longtemps, et même ça se poursuit au Sahel, nos parents ne voulaient pas nous envoyer à l'école parce qu'on dit, lorsque l'enfant va à l'école, il refuse, par exemple, si vous étiez berger ou cultivateur, de revenir au champ et il n'est pas assez qualifié pour avoir des postes ou un emploi moderne. Donc finalement, vous en faites quelqu'un qui n'est ni adapté pour l'ancienne, son milieu d'avant et qui n'est pas adapté également parce qu'il n'y a pas assez de postes correspondant à son apprentissage général qu'il a. Comment on fait en ce moment-là? Même s'il va être retourné pour être éleveur,
Il ne va plus être un éleveur traditionnel. Il va essayer de faire en sorte que son élevage produise plus. Même si c'est un agriculteur, il a appris sur les plantes, sur les sols, sur comment faire. Et sa productivité va être plus grande. Donc voilà quelqu'un qui, quand il va retourner, si on avait fait ça depuis, on aurait eu le soutien et l'adhésion des parents. Parce que vous avez formé quelqu'un qui, même si l'État ne l'utilise pas, même si les entreprises privées ne l'utilisent pas, il est déjà utile. Oui. Mais vous savez, même les gens qui ont fait agronomie, là, ils sont là assis, ils attendent de faire un concours. Alors que c'est le gars, ils ont fait élevage. Mais lui-même, il ne sait pas qu'avec ce qu'il a appris, il peut commencer sur le terrain, le terrain et être même un modèle, un exemple que les autres vont suivre. Il attend d'être fonctionnaire. Donc c'est carrément quand même le marché sur la tête. Voilà. Donc on a des problèmes d'emploi et dans le même temps, on a des opportunités. Un pays tout à construire, un continent à construire. C'est quand même difficile que l'on continue sur ce chemin parce que de toute façon, quels que soient nos efforts, on sait que dans 5 ans, d'ici à l'horizon 2050, 40% de la population mondiale sera en Afrique. Et si on n'a pas prévu comment faire pour qu'effectivement on trouve des solutions, la fonction publique ne va jamais dépasser 1% de cette population. Oui. Les privés, les entreprises existantes ne pourront pas absorber plus. Tout au mieux, on aura 15%. Et les autres, on fait comment? Ils ne vont pas s'asseoir pour que les autres produisent et enlever leurs données comme de l'eau monde. Il faut trouver l'auto-emploi. Il faut que les gens puissent, en tout cas, à partir de ce qu'ils ont appris. C'est pour ça que quand je vois des jeunes qui ont créé leur entreprise après leur formation, ça me ramène 20 ans en arrière. Ils pouvaient attendre, dire non, il y aura le concours de la fonction publique. Oui, mais eux, ils essaient d'être utiles aux autres. Et une fois que vous êtes utile à votre pays et aux autres, c'est dans ça que vous allez trouver votre propre emploi, votre propre réalisation. Voilà, ce n'est pas une assistance sociale. Donc quand ils nous proposent des prestations, des services qui nous rendent service, évidemment, les affaires de ceux qui ont acheté ça prospèrent et on est d'accord pour qu'ils soient rémunérés pour l'aide qu'il nous a apportée. C'est comme ça une démarche de développement qui métastase, qui se développe et qui permet à plus d'avoir des possibilités. Il n'y a pas un gâteau existant à partager, mais il y a d'abord à développer ce gâteau. Et je pense que nous allons battre campagne pour la pédagogie active. Je vais continuer avec les innovations, avec une solution GESCO que vous avez mis en place. Alors, qu'est-ce que GESCO? Alors, GESCO, c'est une application de gestion et d'établissement scolaire secondaire et caractérisée par un grand nombre de fonctionnalités. Alors, elle permet le passage de la forme traditionnelle papier à la forme électronique via Internet. Donc, GESCO est la solution qui met en relation le parent d'élève avec l'école et avec le professeur, avec les enseignants de l'élève en gros. D'accord. Donc GESCO, c'est l'application qui va permettre à un parent d'élève de prendre sa tablette en fait, ou son ordinateur, ou son smartphone, son téléphone. Voilà, son téléphone, regarder les résultats scolaires de son enfant, ou consulter la liste des professeurs de l'enfant, où il a la possibilité de signaler l'absence, voilà, dire par exemple que son enfant ne se sent pas aujourd'hui, donc il ne pourra pas du jour au depuis jour, la plateforme, voilà, du jour au jour. Donc ça permet aussi à l'administration de communiquer facilement avec les parents d'élèves. Imaginez une école qui a 500 élèves qui veut convoquer tous les parents d'élèves pour une réunion. Donc actuellement ce qui se fait, et en général les écoles impriment 500 papiers en fait qu'ils distribuent aux élèves pour envoyer à la maison. Donc, à travers GESCO en fait, l'établissement peut à travers des clics seulement envoyer des SMS, pas des messages électroniques, des SMS à tous les parents d'élèves pour leur informer en fait qu'il y a une réunion. Est-ce que vous voyez? Donc le professeur aussi, à travers GESCO, il peut déposer des supports de cours en ligne pour que des élèves aillent les chercher et pouvoir s'exercer. Vous savez que nous sommes actuellement, actuellement c'est des examens qui se préparent en fait. Donc les écoles sont fermées, les élèves se débrouillent un peu à gauche et à droite puisque les cours sont finis. Donc imaginez si un professeur, si les écoles utilisaient GESCO, un professeur pouvait rentrer, déposer des exercices avec des corrigés par exemple sur la plateforme pour que les élèves aillent chercher, si vous voyez. Donc la plateforme GESCO, en fait, c'est pour améliorer le niveau scolaire des élèves aujourd'hui, voilà, en associant tous les acteurs de l'éducation, voilà, pour qu'ils contribuent tous à un meilleur développement de l'éducation. Moi, j'aimerais sûr d'une chose. Si, par exemple, il y a une absence en classe, d'accord, le professeur a la possibilité d'informer les parents en même temps, voilà, sur la plateforme, pour dire votre enfant n'est pas à l'école aujourd'hui. Voilà. Si, par exemple, un élève est absent en classe,
à travers la plateforme, le professeur rentre en fait pour signaler l'absence de l'élève. Après, les parents d'élèves, il peut rentrer dans sa boîte, consulter, voir la liste et consulter, voir si son enfant était en classe ou pas. Si le professeur l'a signalé en classe, le parent le verra en fait et il saura en fait que l'enfant il n'était pas à l'école. D'accord. Voilà. Pour les notes, les bulletins, c'est au jour le jour que les parents reçoivent les notes des enfants? Oui, dès que le professeur finit de corriger les faits et qu'il le met sur la plateforme, le parent reçoit un message électronique en fait pour dire qu'il y a des notes qui sont arrivées en fait. Donc, il peut aller les consulter sur la plateforme pour voir comment l'enfant évolue. Et le parent aussi, il a accès au programme des examens. Par exemple, un examen ne peut pas le surprendre en fait. Donc, depuis la plateforme GESCO, le parent il a accès au programme des examens, il a accès aux notes de l'enfant dès que le professeur les met en ligne. Voilà. Donc le parent a la possibilité de mettre pression sur l'enfant, d'étudier, voilà, et parce qu'il connaît déjà la date des examens, les matières et tout. Voilà, c'est ça. Donc le parent aussi, à travers la plateforme GESCO, le parent va connaître tous les professeurs de son enfant, puisqu'il a accès à la liste de tous les professeurs et également des membres de l'administration, qu'il peut en fait, à travers des clics, les écrire par mail ou pour leur demander comment l'enfant évolue à l'école. Monsieur Nian, que pensez-vous de la solution GESCO? Bon, on va revenir sur la solution. Voilà, que pensez-vous de la solution GESCO? Nous pensons que c'est une très bonne initiative parce que, vous voyez, quand on écoute un peu, lorsqu'on a fait le bilan des examens, lorsqu'on a donné le pourcentage de succès, les gens se disent, d'abord, derrière les parents, ils ont démissionné. C'est le constat général. Le constat général, on dit les parents, ils ont démissionné. Personne n'a le temps aujourd'hui pour suivre son enfant. Sinon, l'idéal, c'était de pouvoir se présenter régulièrement à l'école et suivre le travail de ton enfant. Parce que dès lors que l'enfant t'aperçoit dans la cour de l'école, il se dit, mon papa est là. Ça dit que toute l'administration sait de qui je suis. Et il va commencer à changer de comportement. Parce qu'il sait que dès lors qu'il va bouger un peu de sa situation, on va alerter ses parents. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Nous n'avons pas le temps. Alors qu'on devait avoir du temps pour nos enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde. C'est nous qui les avons mis au monde. Le contrôle parental est vraiment important. Est important. Mais, donc, nous pensons que ces initiatives-là vont permettre aux parents, bien sûr, qui auront les moyens. Bon, quand on parle de téléphone aujourd'hui, même la vieille vendeuse de tabac au village a son téléphone. Oui, elles savent tout par SMS, elle peut. Oui. Mais c'est surtout le coût pour nous, les parents. Parce que ça ne sera pas gratuit. C'est surtout le coût. Si c'est accessible, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais si on doit nous demander encore de débourser alors que les scolarités ne sont pas totalement payées, ça pose problème. Sinon, c'est une très bonne initiative. Merci beaucoup. Alors, la deuxième innovation, la pédagogie active. Vous pensez, que Kamalfa a initié elle est la meilleure aujourd'hui pour les effectifs que nous avions dans nos classes, surtout dans le public. Vous aviez une classe de 140 élèves. Alors, si vous rentrez, vous donnez un cours magistral, avant que vous n'atteigniez le tiers de votre temps, toute la moitié dort. Parce que vous déconcentrés, démotivés. Ils sont démotivés. Souvent, ils ont des difficultés même pour bien s'asseoir. Donc, avec une telle pédagogie où vous pouvez mettre les enfants par groupe qui vont s'entraider régulièrement et résoudre des problèmes internes qu'ils vivent déjà, nous pensons qu'elle est la bienvenue. Mais maintenant, comme ce n'est pas nous qui décidons, nous sommes les parents, peut-être, puisque nous sommes aussi les porte-parole des parents d'élèves auprès du gouvernement, nous pensons que lorsque l'occasion va se présenter, nous allons essayer d'appuyer dans ce sens-là. D'accord. Alors, Monsieur Compaoré, votre avis sur les innovations. Alors, merci beaucoup. Je suis d'accord avec le représentant du président, Monsieur Nia. Mais au niveau du privé, je pense que nous avons une plus grande flexibilité pour adopter, si nous sommes bien compris avec l'État, nous pouvons en tout cas expérimenter à notre échelle la solution. Les innovations.
qui vont ensuite être mises à l'échelle parce qu'elles auront été éprouvées et puis voilà. Donc je pense que par exemple pour ce qui est donc des solutions, en fait c'est comme on a un cahier de texte virtuel. Oui, c'est ça que on a. Donc les enseignants renseignent au lieu de mettre sur le cahier. Oui, c'est ça. Tout est numérique maintenant, voilà. Numérique, les notes, on les renseigne directement. En grosso modo, c'est comme si les parents d'élèves, les enseignants et l'administration communiquaient chaque jour sur le sort de l'enfant. Je crois que c'est... Je suis d'accord avec M. Nian aussi quand il dit pour la question des coûts. Oui, l'accessibilité. Mais je dois aussi dire que généralement ceux qui n'ont pas le temps, là, c'est eux qui ont quand même un peu plus d'argent. Tout à fait. Il faut parce qu'ils cherchent beaucoup l'argent. Voilà, ils passent leur temps à courir. Ce qu'on va demander là, généralement les gens même peuvent dépenser ça pour d'autres qui ne sont pas utiles. Qui ne sont pas aussi. Je pense qu'il y a une sensibilisation à faire. Tout à fait. Il y a une prise de conscience. J'ai l'impression que effectivement les parents d'élèves, nous sommes tous des parents. Oui. Il y en a qui ont l'impression que bon, on va faire beaucoup. Peut-être dans le lot, là, il y a quelques-uns qui vont s'en sortir. Voilà, comme disent les Bambara, ne dorment rien, dorment rien. C'est-à-dire que quand on part dans ce principe-là, ça ne va pas aller. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Alors, les pays qu'on a dit là, je vous dis, il y a des expériences, quand on vous les donne, vous avez les larmes aux yeux. Imaginez que dans ces pays-là, quelqu'un peut déménager de Tampoui pour venir vers, je ne sais pas, Nagarin comme ça. Toute la famille, parce qu'ils ont repéré une bonne école là-bas. Et ils vont prendre leur enfant pour venir rester à côté, pour qu'ils puissent bosser. Moi, je ne crois pas que nos parents d'élèves là ont atteint ce niveau d'engagement là auprès de c'est une réalité. Ça, il faut qu'on se le dise en face. Moi, je ne dis pas qu'ils ont démissionné, mais on a encore un aspect culturel qui a l'impression que, bon, voilà. C'est vrai qu'en Afrique, l'enfant, c'est l'ensemble de la société qui l'éduque. Mais aujourd'hui, les gens sont préoccupés par diverses choses. Donc, il faut que chacun vraiment prenne la responsabilité. Et nous avons coutume de dire que certains parents, s'ils peuvent vous donner l'enfant le 1er octobre, et bien le prendre le 31 juillet, ils le feront. D'accord. Oui. Parce que, quelque part, ce qui les préoccupe, c'est venir vous payer, bon, si c'est 50 000, ils payent les 50 000, et puis le reste là, bon, vous débrouillez-vous. Non. Si vous voulez même demander 1000 francs de plus, c'est un problème. Parce que aucune innovation, ils ne sont perméables à aucune innovation. Ils ne sont vraiment intéressés par aucune activité qui se passe à l'école. Vous avez des écoles qui tentent de mettre l'association des parents d'élèves. Vous convoquez 2-3 réunions, vous n'avez même pas c'est-à-dire que sur 1000 enfants ou bien 500 enfants, vous n'arrivez pas à avoir suffisamment pour faire un bureau de 7 membres. C'est vrai. Ça, c'est des réalités que nos membres vivent. Donc je crois qu'il y a quand même à parler. Il ne faut pas continuer à se voiler la face. L'État ne pourra pas tout faire. Oui. Et la responsabilité donc, de la communauté et des parents, c'est si même il y a des abus dont vous avez parlé, c'est parce que les autres ne suivent pas. Une organisation de la société civile ne vit que parce que les membres sont actifs. Oui. Si vous êtes là à toutes les réunions et que vous demandez des comptes, il n'y a pas de raison que les gens puissent. Il y a des associations des parents où on a tellement attendu longtemps que ça fait 10 ans, c'est le même président qui est là. Ces enfants ne sont même plus à l'école, mais c'est lui qui préside toujours l'association des parents d'élèves, ou bien qui est trésorier de l'association des parents d'élèves. Mais ça, ce n'est pas la faute, parce que si c'est dynamique, moi je vous ai dit, j'ai insisté pour dire que je suis le 6e président. Et lorsque nous allons faire notre congrès, le prochain c'est dans 1 an et demi, là, en juillet. Oui. Les mandats sont respectés. C'est voilà. 2 ans. Oui. Tu fais 2 mandats de 3 ans et puis tu pars. Et il y a d'autres qui vont prendre. Il faut que cette discipline-là puisse régner dans toutes les associations. Et nous allons voir que tout ce que nous proposons comme innovation, comme vraiment participation de la communauté, ça va intéresser les gens. Et quand nous disons que l'école doit être au cœur, c'est-à-dire que c'est une école par les parents, pour les parents et les enfants. Donc ça fait que lorsque nous disons ça, c'est pour pallier, c'est des palliatifs pour dire, bon voilà, on va vous mettre un dispositif qui vous permet d'être en communication. C'est vrai que il y a une fiabilité aussi qui est introduite. Tout à fait. C'est plus difficile de falsifier, voilà. Oui, oui, la sécurité est là, voilà. Ça c'est quand même, et il y a aussi la conservation sur le long terme. Voilà, c'est vrai. Si vous allez dans certaines écoles, vous demandez des bulletins d'il y a 10 ans, c'est difficile à trouver. Alors que là, c'est même l'archivage, lui ne pose aucun problème. Et moi, je pense que pour ce qui est de Kamalfa, c'est tellement révolutionnaire que je pense que les gens ont besoin du temps pour digérer ça. Tout à fait. Et l'école pilote est là pour que l'on prouve. Et moi, je dis, il faut que peut-être on envisage que les parents qui ne sont pas encore convaincus restent dans l'école classique, mais les parents qui ont envie d'aller plus loin, tester l'innovation. Dans la même école,
Pas besoin d'une nouvelle autorisation puisque le ministère est d'accord. Oui. L'expérimentation, l'introduction de TIC et autres sont acceptés et reconnus par la loi d'orientation de l'éducation. Donc on peut avoir des classes à côté, de sorte que ceux qui veulent aller plus loin puissent aller. Et c'est les résultats de ces enfants-là qui vont convaincre le basculement total. Sinon, moi j'estime que c'est une chance. Ce qu'on appelle les sauts de grenouille dans le développement, là, ça vient de ce genre d'initiative. Sinon, si nous devons, vous regardez l'Afrique, nous n'allons pas pouvoir refaire les trains, les réseaux électriques, les réseaux de téléphone, avant de pouvoir commencer à implémenter pas du tout. Quand vous regardez le téléphone portable, ça nous a permis de faire un saut technologique de plusieurs jeunes et de mettre l'Internet dessus. Sinon, s'il fallait mettre tous les réseaux en place avant d'aller à l'Internet, avant de pouvoir commencer à faire les contenus, aujourd'hui, avec votre téléphone, avec les solutions de réseau, comme nous avons des réseaux de nouvelle génération, on a quand même fait un saut. Il faut concrétiser ça, rendre ça beaucoup plus. Voilà, parce que pour l'instant, ça reste quelque chose d'une certaine élite. C'est ça qui fait que ça ne peut pas impacter durablement. Voilà, il l'a dit. Il n'est pas possible d'envisager que 2 millions de personnes décident et conduisent le développement pour 20 millions, ça va de soi. Il y a tout un potentiel qui est resté en marche, de cerveau, de bras et autres, qui est d'opportunité. Alors, nous allons continuer avec M. Bamba, mais avant, nous allons informer nos téléspectateurs. Si vous nous prenez en marche, vous êtes bien dans l'émission Face au Business. Et le thème abordé aujourd'hui, c'est sur les innovations au sein de l'éducation au Burkina Faso. Alors, M. Bamba, oui. Merci pour toutes ces bonnes appréciations, M. Lignan, M. Compaoré. Alors, tout ce qui a été défini en termes de gestion est inséré dans le système Camalfa. Je m'en voudrais quand même de limiter le système Camalfa à la pédagogie active. On va quand même essayer d'énumérer quelques avantages du système Camalfa. D'accord. Le mérite de Camalfa, pourrait-on le dire, c'est d'avoir pu se passer de l'Internet. C'est-à-dire que notre système n'est pas lié à l'Internet. Nous l'avons pensé pour les 10 000 villages du Burkina. Il peut grimper sur Internet, sur les smartphones, parce que déjà il y a des expériences qui ont été développées pour les éleveurs du Burkina. Mais au stade actuel, pour un village qui n'a pas d'Internet, on peut cloner l'application et déployer au niveau de l'école. D'accord. Alors, ça c'est un mérite qu'il faut, parce que les services du serveur sont découpés. Sous forme de réseaux locaux. En fait, il n'y a pas de serveur. Oui. Donc, les sessions du serveur sont compartimentées. Chaque ordinateur est autonome. D'accord. Donc, dans une école, un ordinateur se brise, on l'enlève du circuit et les autres ordinateurs continuent de fonctionner. Tout à fait. Et l'autre mérite, c'est que l'enfant chemine à son propre rythme. C'est ce que j'ai dit. L'enfant chemine à son propre rythme et la qualité du support. C'est-à-dire, voyez nos livres de l'école primaire, voyez combien de livres un parent doit s'acheter de CP1 jusqu'en terminale. Quand on compile, les parents savent ce que ça coûte. Oui. Souvent, le numérique fait peur, mais il coûte moins cher. Et la qualité visuelle est assurée. Camalfa a pu mettre en place, je crois, la première base de données sur l'éducation au Burkina Faso en partenariat avec les cercles d'éducation de base. Parce qu'il s'agit du programme du Burkina qui a été compilé de la maternelle en terminale. Mais à ce programme, à ce contenu est ajouté d'autres contenus comme Khan Academy, qui est un éditeur de contenu qui est libre. Il suffit d'avoir des conventions et vous pouvez avoir les contenus. Pour un enfant, il a plusieurs choix d'apprentissage. Voilà un peu ce que nous faisons. Et j'insiste sur le fait que chez Camalfa, l'ordinateur n'est pas un objet. On n'enseigne pas l'informatique à l'enfant, mais on introduit les ordinateurs pour améliorer l'apprentissage des langues, de la chimie. Quand vous prenez les enseignants en chimie, ils vous disent le problème c'est la construction d'un labo. Avec un ordinateur, ce problème n'est plus d'actualité parce que les expérimentations peuvent se faire de manière virtuelle. Oui. Donc je veux lancer un appel, comme la Grande Royale dans l'œuvre de Cheikh Hamidou Kane, qui invitait son peuple, les Dialobés, à aller à la rencontre de la culture de l'autre. J'invite les Burkinabés à démystifier l'utilisation de l'ordinateur dans nos écoles. Les ordinateurs ne sont pas des luxes pour les Burkinabés, mais une nécessité qui doit rentrer dans l'éducation. N'ayons pas peur des coûts, parce que nous avons des études mathématiques qui ont prouvé que nous payons moins cher
avec les ordinateurs que sans les ordinateurs. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, M. Niang, étant les principaux acteurs de l'éducation du Burkina Faso, l'association, l'Union des associations des parents d'élèves avec l'UNIPEL, parlez-nous un peu des relations entre ces deux organisations. Voilà. Bon, je crois que l'UNIPEL travaille beaucoup pour nous, les parents. Quand vous prenez la région du centre, nous avions environnement autour de 750 à 760 établissements reconnus. D'accord. Et si on veut faire la comparaison, on a tout au plus 300 maintenant, hein, contre près de 500 établissements privés reconnus. N'eût été les efforts de l'UNIPEL aujourd'hui, beaucoup d'enfants allaient rester sur le carreau. D'accord. Et toutes les fois qu'on s'est rencontrés lors des ateliers ou autres, on a toujours travaillé coude à coude parce que nous visons les mêmes objectifs. La qualité de l'éducation au Burkina Faso. Voilà. D'accord. Donc il a souligné ici le fait que les parents, effectivement, quand vous les convoquez, ils ne viennent pas. C'est vraiment un problème réel. Et c'est ce qui contribue aujourd'hui même à baisser la qualité. Parce qu'un enfant qui se comporte mal, vous convoquez ses parents, ils ne vont pas venir. Les parents ne réagissent pas. Souvent, l'enfant est obligé d'aller remettre la convocation à un de ses grands frères du quartier qui va se présenter pour répondre Donc, vous voyez, ça pose un sérieux problème. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Compaoré, rapidement, vous allez nous dire qu'est-ce que l'UNIPEL apporte à l'État comme soutien. Énormément. Nous pensons que l'État a, en tout cas, apprécie ça, hein, parce que je peux vous donner différentes façons qui prouvent cela. Depuis 2006, nous avons une convention de subvention où l'État nous appuie pour le fonctionnement de nos établissements et de l'Union. Depuis peu, pour tout ce qui est les frais de scolarité donc, de nos membres, ça passe par notre union. Ça veut dire que l'État a confiance et il fait transiter. Nous, on leur donne la facture, ils nous payent et nous, on se retourne maintenant. C'était déjà le cas avec les établissements catholiques. Mais pour les laïcs, il y avait des appréhensions. Même dès 2006, les gens se disaient que non, quand on va commencer à nous mettre de l'argent, comme un philosophe a dit, donner du travail aux hommes, ils vont s'organiser, mais si vous leur jetez du pain, ils vont se battre. Oui. On nous a donné du pain, mais on a quand même réussi à nous organiser. Et puis, pour pouvoir optimiser cela. Voilà, plus de 10 ans après, vraiment, on peut faire des audits comme on veut. On voit que la structure tient. Voilà, parce que aujourd'hui, c'est quand même des acquis. Nous avons vraiment une structure. Lorsque même nos partenaires des autres pays viennent voir notre siège, comment on est organisé, comment on fonctionne, ça fait la fierté du Burkina Faso. Tous les ministères avec lesquels nous sommes en partenariat vraiment estiment que notre rapport est vraiment essentiel. Voilà, essentiel sur le terrain, mais aussi dans tout ce qui est politique, développement et tout, on nous associe à la réflexion. Donc vraiment, nous sommes reconnaissants à l'État. Et même qu'en termes de reconnaissance comme décoration, il ne se passe pas une année sans que certains de nos membres, avec notre proposition évidemment, soient donc élevés, chevaliers, officiers, etc. Donc c'est pour dire que c'est plus qu'un partenariat, nous travaillons main dans la main, quel que soit le ministère, quel que soit le ministre qui est là et qui est chargé des questions de l'éducation. Nous, on n'a aucun problème, on travaille avec lui. Alors, pour le meilleur. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous allons faire un dernier tour pour vos dernières impressions, vos dernières interventions. Je vais y aller avec Monsieur Bamba de Kamalfa. Vous prenez directement Monsieur Bamba. Oui. Je vais dire que lorsque nous regardons le défi que l'éducation nationale a, manque d'enseignants, manque d'écoles, manque de support didactique, c'est la chanson. Manque de budget pour injecter au niveau de l'éducation nationale. Alors si nous allons avec tous ces critères et mettre en face les objectifs de développement durable en face, mettre aussi en face les engagements sur l'école pour tous, nous voyons qu'on n'a pas d'autre choix. Le pays s'est engagé à travers de grandes orientations depuis 2007, depuis la Constitution de 1991,
tout se passe comme si nous écrivons des lois et nous ne voulons pas aller à l'essentiel. L'école pilote de Kamalfa est une aubaine pour pouvoir justement informatiser toutes les écoles du Burkina. D'accord. Et donc, nous invitons à une franche collaboration parce que nous sommes déjà avec le ministère, on a une convention. Je pense que le message est bien passé. Tout à fait. Voilà. Monsieur Taram, une dernière intervention. D'accord. Je vais parler des innovations en milieu scolaire, les innovations technologiques. Il y en a au Burkina, mais si on compare à ce qui existe ailleurs, on trouve qu'il y a un vrai creux au Burkina en fait, que les acteurs du TIC que nous sommes, voilà, doivent relever. Il y a un défi en fait à relever dans ces secteurs. Donc, ce que je vais dire en fait, je vais informer les acteurs du monde éducatif. Là, en fait. Oui. Voilà, et GESCO, c'est une application qui est déjà prête en fait. Donc, à utilisation. Voilà, utilisation. Pour tester. Voilà. Donc, on peut déjà faire les tests dans les écoles. Voilà. Et voir la compatibilité, l'efficacité. Voilà, la compatibilité, etc. Que vous voyez comment ça marche, etc. Donc, il y a ça. Bon, pas autre chose à ajouter. Merci beaucoup. Monsieur, il y a une dernière intervention. Bon, mon intervention, ça sera peut-être du hors-sujet, mais pas du hors-sujet. C'est ce que nous vivons à l'heure actuelle. Nous sommes pratiquement à la veille des examens. D'accord. Le BPC, c'est pour lundi. On a des enfants au Sahel et au Nord qui risquent de ne pas pouvoir composer. Nous, parents d'élèves et d'étudiants aujourd'hui, c'est une préoccupation. Et nous suivons ce que le ministère fait dans ce sens-là, mais nous interpellons aussi nos parents de ces localités-là, nos structures de ces localités-là, à travailler ouvertement avec les autorités pour qu'on trouve une solution. Une solution, d'accord. Voilà. Parce que nous pensons que s'ils s'impliquent davantage, on pourra sortir de cette crise-là. Tout à fait. Voilà. Alors, une dernière intervention de M. Compaoré. Merci. Moi, je voudrais plutôt saluer donc, cette émission et cette initiative donc, de donner la parole aux acteurs d'éducation sur les innovations. C'est une bonne chose parce que généralement, quand on nous invite sur les plateaux, c'est pour dire ce qui ne se passe pas bien. Et moi, je dis oui, c'est bien vraiment de parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais il est bon par moment d'encourager et de montrer les gens qui veulent avancer, voilà, pour que ça serve de leçon et ça serve aussi de modèle pour ceux qui veulent quand même bien faire. Donc, je pense que cette initiative est vraiment à saluer et nous vous encourageons, voilà, pour que effectivement on puisse montrer que au Burkina il y a des choses aussi qui se passent, oui, voilà, et depuis Bobo Dioulasso. Voilà, vous avez fait remarquer ça et ça me fait vraiment plaisir de voir que c'est pas toujours Ouaga qui fait le tempo, quoi. Il peut la arriver, capitale politique, voilà, il y a aussi voilà, la capitale économique. On marque le pas à partir d'autres localités Burkina Faso et ça c'est et très ensuite l'élargir dans la capitale. Oui, voilà, c'est même le but. Donc quand il dit que le siège social, mais le rayonnement et l'action doit être pour l'ensemble du Burkina Faso. Parce qu'évidemment, si vous voyez, si tout doit se décider depuis là-haut, il arrive que ce qui vous paraît être vraiment, vos préoccupations, votre agenda n'est pas forcément celui donc, du central. Voilà. Mais si les autres peuvent prendre le relais, même quand il y a une panne d'idées en haut, évidemment, on peut voir que quand même ça continue de vivre à partir de la base. Ça me paraît vraiment quelque chose aussi que je voudrais féliciter. C'est vraiment important. Pour clore, quoi. Alors, merci à vous pour votre disponibilité. Voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre tout le temps. Merci à toute l'équipe de production, à sa tête, Baro Abdoulaye. Et à très bientôt pour un autre numéro de Face au Business. D'ici là, portez-vous bien.